Ce qui se passe, c'est que les Russes gagnent du terrain, puis reculent au fur et à mesure. Il y a la contre-offensive ukrainienne sur Kharkiv en 2022. Les Ukrainiens euh, sont en train de gagner. Sauf que là, je fais une vidéo en disant que l'armée russe allait se relever fin 2022 à cause de cette mobilisation dont tout le monde se moquait. Mais moi, je disais non, pas du tout. Il faut se méfier de cette Ouais. mobilisation et les Russes vont pouvoir se relever. C'est ce qui est arrivé. Et après, c'est la bataille de Bakhmut. Mhm. J'avais dit dans cette vidéo de mobilisation, j'avais aussi dit les parachutistes russes sont les troupes d'élite. Là où le commandement russe va les redéployer, c'est là où on va voir une bataille majeure. Et comme par hasard, ils ont été redéployés dans le secteur de Bakhmut et on a vu cette bataille. Et moi, j'avais dit depuis le début que les Russes allaient gagner cette bataille. Ça a pris beaucoup de temps, mais je voyais la progression sur le terrain. C'était une question de temps. Après, moi, je ne contrôle pas l'échéance de temps. Je n'ai pas les effectifs de toutes les armées, mais juste en voyant le développement des opérations, je me disais, ça va dans un certain sens. Et puis, au final, c'est cette prédiction de l'offensive ukrainienne d'été, hein, cette offensive qui devait mener l'Ukraine jusqu'à la Crimée. Mais quand j'analysais tout ça, j'avais dit qu'elle allait échouer. Et j'ai pris un risque en disant ça, parce que toute ma crédibilité repose sur quelques phrases. Mais c'est pas comme si j'avais une boule de cristal. J'ai regardé les photos qui étaient disponibles en OSINT, donc en open source, en source ouverte. On voyait tous les constructions de fortifications russes sur ce secteur. Et les Ukrainiens avaient signalé au monde entier dans la direction dans laquelle ils allaient attaquer. Les Russes se sont préparés. Je me suis dit, mais c'est de la folie d'attaquer comme ça. Il n'y a aucun effet de surprise. Et encore une fois, sans surprise, l'offensive a échoué, mais c'était pas une surprise totale. Donc, je base la plupart de mes analyses sur l'Ukraine comme ça, c'est-à-dire que j'analyse plusieurs sources Telegram, maintenant OSINT, Twitter, les cartes et tout ça, les géolocalisations de vidéos, ça c'est très important. Et à partir de là, une fois qu'on croise les sources et on commence à voir le narratif des Ukrainiens et des Russes, on peut extrapoler. Et je pense, c'est ça ma force, c'est que je n'ai pas peur de voir ce que les Ukrainiens et les Russes font. Certains se mettent un blocage Une mental en disant non, barrière. Mhm. une barrière mentale, c'est ça, pardon. Si c'est russe, c'est faux. Si c'est ukrainien, c'est faux. C'est Non, ça. je pense que dans les deux camps, il faut écouter et garder le doute et surtout un esprit critique. Je pense que c'est le plus important dans l'analyse de cette guerre. Et votre chaîne YouTube et vos analyses sur X attirent des dizaines de milliers de followers, on en parlait. Qu'est-ce qui vous motive à partager ces contenus, Alexandre Baird, et comment gérez-vous les débats souvent passionnés sur ces sujets sensibles? Ah oui, sujet sensible. Voilà, en fait, après, je comprends que les débats sont parfois très vifs, hein. On parle de Ouais, la guerre, on parle de vie humaine, on parle de la destinée d'un pays. C'est bien quand même sûr. pas tout le temps dans l'histoire qu'on a de tels événements. Donc oui, ce sont des sujets très sensibles. L'émotion va toujours plus vite que l'analyse. Mais je garde une règle assez simple. J'essaie d'amener toujours avec un esprit critique, hein. C'est ce qu'on Mhm. me reproche, un esprit critique. Je ne suis pas toujours le narratif dominant, disons. Je doute toujours. Et quand je débat, ce n'est pas une question d'opinion, mais c'est une question de méthode et de logique. Et on apporte les faits. Quels sont les faits? Et c'est là où beaucoup de gens auront du mal à débattre, puisqu'ils n'ont pas ces chiffres. On Ouais. parlerait, par exemple, des pertes en Ukraine. Ça, c'est le sujet en ce moment. Mais tout le monde dit, voilà, tel chiffre, tel chiffre. Sur quoi vous vous basez Mhm. pour parler de ce chiffre? Il n'y a rien, il n'y a rien. Oh, c'est tel homme, tel soldat a dit que 35 000, 50 000 dans le mois. C'est toujours très flou, très vague, mais on se base sur ces dires pour faire toute une analyse. Regardez, je vous donne un exemple. Certains analystes en France disent que les soldats russes meurent de froid en Ukraine. Sérieusement. Il n'y a à peine de la neige. C'est ridicule. Donc, ce sont des températures juste en dessous de zéro, et on parle de soldats russes. Donc, il fait plus froid en Russie qu'en Ukraine. Et Mhm. là,
c'est ridicule. Mais on a dans les médias maintenant, on dit dire oui, des soldats russes meurent de froid en Ukraine, c'est le moral est en chute libre. On entre dans la 5e année de guerre. Ce n'est pas une surprise l'hiver, surtout pour des soldats qui viennent de Sibérie pour la plupart. Oui, on a l'impression que c'est une découverte, effectivement. Oui. Voilà, c'est comme dire les Canadiens ont peur des tempêtes de neige. J'allais le dire. Chaque année, on en a. Donc voilà, pourquoi cette année les Russes subiraient autant de pertes à cause du froid et Bien pas sûr. les années auparavant. Et vous voyez, c'est le genre de raisonnement que j'apporterai sur X. C'est littéralement ce que j'écrirai. Et bien sûr, dès qu'on va contre le narratif dominant, on se fait tirer dessus. C'est sûr. Tirer dessus, on va dire, par des Oui, détracteurs. ouais, comme d'habitude. C'est des tracteurs qui ne cherchent pas à creuser comme vous le faites si bien sur YouTube. Juste une petite pause, Alexandre Robert, un petit message pour nos auditeurs. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Alexandre Robert, vous avez récemment voyagé au Brésil et en Amérique du Sud. Comment ces expériences influencent-elles votre vision de la géopolitique mondiale, hein, surtout en comparaison avec les conflits en Europe de l'Est? Vraiment, vous avez fait votre recherche, je vois. En fait, oui, je pense que vous savez que je vous suis assidûment, oui. Oui, je vois ça. Donc, en fait, ce voyage, ou plutôt cette expédition, date d'octobre 2023. Donc, c'est pas tout à fait récent. Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote assez marrante à vous raconter à ce sujet. Donc, je pense que c'est début octobre. J'arrive, 2023, hein, début octobre 2023. D'accord. J'arrive à Rio. Première fois en Amérique du Sud. C'est un choc, tu vois. Vous voyez, tout est nouveau. Mais bon, après, j'ai quand même pu apprendre les dernières années un peu de portugais, donc je m'en sors quand même. Mais c'est la première fois où je baigne totalement dans la langue que j'ai appris comme ça à la maison et tout. Donc c'est le moment de mettre toute cette pratique à l'œuvre. Donc dès que j'arrive, je me promène et tout, et je poste une photo sur Instagram. Et là, j'ai un ancien colonel de l'armée brésilienne qui suit ma chaîne, tout comme vous, qui aime bien mon travail. Il m'écrit pour me demander si je serais intéressé à rencontrer, attendez bien, écoutez bien, le commandant du bataillon des forces spéciales de la police de Rio. Ah oui, quand même. Ah oui, donc il y a une unité connue qui s'appelle BOPE, donc BOPE. Donc c'est pas cette unité que je suis allé voir, parce que ça c'est la police militaire, mais c'est son unité sœur qui s'appelle CORE, donc C-O-R-E. Et sur le tas, comme ça, quelques jours plus tard, j'ai parlé avec le commandant Fabricio, et lui, il ne parle presque pas anglais. Donc c'est vraiment, je suis très content d'avoir appris un peu le portugais avant. Et c'est comme ça que je me lance au milieu des favelas pour aller dans leur base. Et c'est pas rigolo parce que on sent le danger là-bas, hein. Et donc cette rencontre avec Fabricio m'a beaucoup marqué, mais surtout ce jour-là, quand il entend que je parle en français, parce qu'on était plusieurs, eh bien, il me dit « Ah, j'ai quelqu'un qui parle français. » Et c'était un ancien de la Légion étrangère et qui a été une sorte de guide ce jour-là. Et donc, j'en ai appris beaucoup. Donc, j'ai une vidéo là-dessus si vous êtes intéressé. J'en ai appris énormément sur ce que c'est de combattre dans les favelas. Ils m'ont montré des vidéos que, bon, je ne peux pas vous montrer, mais c'est de la barbarie pure, hein. Même ces gars-là, ils sont dans la quarantaine, ils ne réagissaient même plus à ces vidéos. Mais je vous dis que c'est hardcore. C'est hardcore. Et surtout, c'était pour montrer contre qui ils se battaient. Et c'est là où j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je me disais, mais et si ça pouvait arriver en Europe ou en Amérique du Nord un jour de telles choses? C'est-à-dire,
pas une sorte, on parle souvent de guerre civile, mais c'est plutôt une insécurité totale, où les forces de police se battent contre des gangs, mais des trafiquants de drogue, mais qui sont armés jusqu'aux dents, avec des RPG, des bazookas, des armes létales. Et ils m'ont expliqué tout ce qui se passe. En gros, au Brésil, ils ont une sorte de service militaire. Mhm. Donc, 10% de la population fait son service militaire chaque année chez les jeunes hommes. Ah, c'est Et 10%. après leur... Pardon? C'est 10%, c'est ça? Environ, je dirais, entre 5 et 10%, Ok. dépendamment des années. Mais bon, la plupart viennent des favelas, puisque ceux qui ont un peu plus les moyens vont aller directement à l'université. Et ce qui se passe, c'est que ces jeunes hommes vont peut-être faire l'armée, et après l'armée, ils n'ont plus de travail. Et donc, ils vont être embauchés par les gangs pour leur apprendre le maniement des armes ou la maintenance des armes. Donc, ils vont pas nécessairement combattre, mais ces gangs sont soutenus de très proche par d'anciens militaires qui connaissent toutes les tactiques. Et l'autre chose, c'est que ces policiers, on va dire troupes d'élite, Mhm. donc nous expliquer comment prendre une favela, parce qu'en gros, c'est une forteresse. Donc, c'est pas comme une cité qu'on pourrait dire en France ou dans un pays européen. Il y a des barrières, il y a tout un système de défense pour ralentir les troupes de police. Et on l'a vu il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Je pense qu'il y a eu une grosse bataille à Rio sur une de ces favelas, que d'ailleurs, je suis passé à côté. Il y a eu 120 morts dans le cartel. Donc, certaines de ces batailles peuvent être vraiment meurtrières. Mais en gros, le problème, ce qu'ils me racontaient, c'est que souvent, ils font des opérations de police pour arrêter certaines personnes, des criminels. Mais des fois, les criminels rigolent quand ils se font arrêter. Ça fait la 8e, 10e fois qu'ils se font arrêter et les juges les relâchent. Donc, on voyait bien qu'il y a quand même une alliance entre beaucoup de juges et une alliance politique entre une partie de l'élite brésilienne et ces gangs-là. Mhm. Et donc, c'est toujours très intéressant de voir ce qui se passe là-bas. Et en fait, j'ai bien compris le problème. En fait, ce qui se passe là, de ce qu'on m'a raconté, c'est le même problème dans toute l'Amérique latine. Donc, ce sont je me souviens plus du terme exact, mais ce sont des narco-insurgés, ils les appellent. Donc, ce colonel brésilien, il a écrit un livre où il décrit les tactiques de ces narco-insurgés. C'est-à-dire que ce sont des insurgés qui utilisent des tactiques de guérilla modernes, mais dont le but n'est pas politique, mais économique. D'accord. Donc, c'est très intéressant et surtout, c'est un modèle qui peut très bien arriver en Europe. On le voit avec des gangs qui peuvent se battre pour le contrôle du commerce et non pas pour un but politique. Et C'est ça. c'est ce qu'on peut voir. Et donc, c'est à peu près la même chose qu'on voit dans tous les pays d'Amérique latine. Et je finirai avec ça. Donc, ce vétéran de la Légion, à la fin, on était tout seul et on pouvait parler en français pour que personne autour nous comprenne. Mais en gros, il disait que il comprenait pas comment on va dire, la petite bourgeoisie de Rio et la classe moyenne, en fait, je vais être assez tranchant, mais filent leur fric à ces gangs en achetant toutes ces substances, des drogues et tout ça, et pour que ces gangs achètent des armes pour leur tirer dessus. Donc, il disait, il faut leur couper l'herbe sous les pieds et éviter que l'argent aille dans leur poche. Donc, c'était vraiment, c'est simple à dire, mais en tout cas, rien n'est fait aujourd'hui. Mais une fois qu'on comprend ça, on comprend la situation au Brésil, en Colombie, au Mexique, et comment c'est très difficile de se débarrasser de ces gangs, puisque un gang disparaît, 10 autres apparaissent. En tout cas, sacré souvenir et une sacrée expérience. Ah oui, mais écoutez, combien de fois je suis rentré dans cette base comme ça, accueilli et tout, j'ai vu ils ont construit comme une mini favela dans laquelle ils s'entraînent avec des tactiques et tout. Après, ils m'ont dit non, enregistre pas ici, ce sont nos tactiques secrètes. Mais ils m'ont dit, tu veux tirer au fusil? Et on devait le faire, mais là, ils avaient un exercice de tir, donc on n'a pas pu. Mais vraiment, c'était un accueil tellement chaleureux. Mais surtout, ils voulaient aussi exposer leur côté de l'histoire, puisque souvent, ce sont les méchants dans les médias brésiliens, ces policiers, qui risquent leur vie. Vraiment, ils ont eu des pertes sévères. Hein. C'est quand même c'est un métier très dangereux, je dirais. Et ils ont dit, le légionnaire a dit qu'il avait plus peur
au Brésil avec ses opérations spéciales qu'avec la Légion en Afrique. Parce que je vais vous dire, ah oui, c'est ça, c'est que le problème dans ces guerres de cartels, c'est que quand vous êtes policier ou dans les forces spéciales, vous recevez un salaire, mais vous avez surtout un horaire de travail. Vous travaillez de telle heure à telle heure. Et après, vous rentrez chez vous. Mais les cartels travaillent H24. Donc, ils vont vous suivre après votre quart de travail. Ils vont vous suivre, ils vont trouver le nom de votre femme, ils vont trouver l'école de vos enfants, et ils vont vous menacer. Ou ils vont vous abattre quand vous allez faire vos courses. D'ailleurs, la plupart des soldats de l'unité ou des policiers en Amérique latine se font tuer hors de leur quart de travail. Lorsqu'ils sont tout seuls et souvent pas armés. Donc c'est une guerre, c'est très difficile. Donc les cartels peuvent infiltrer les forces de police en menaçant certains membres du personnel. Et voilà, donc vous voyez, ça devient très vite extrêmement complexe. Et donc c'est une insurrection, mais qui porte pas son nom. Une guerre qui porte pas son nom. Et par contre, on peut pas la comparer avec la guerre en Ukraine. Vous voyez bien que c'est un contexte complètement différent. Où en Ukraine, on fait face à une guerre conventionnelle de haute intensité, comme on l'a pas vu depuis très longtemps. Donc c'est très différent, mais je trouve ça quand même extrêmement intéressant d'avoir vécu cette expérience. Ouais. Oui, j'imagine. Oui. Dans votre dernière vidéo, Alexandre Robert, vous analysez la défaite ukrainienne à Siervetsk comme un revers dévastateur, mais avec une défense héroïque. Quelles leçons tactiques et stratégiques tirez-vous de cette bataille et comment cela impacte-t-il le front global en janvier 2026 ? Ah oui, très bonne question, très bonne question. Ah oui, donc Siversk. Alors, l'armée ukrainienne, en fait, la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo spécialement sur cette bataille, c'est parce que l'armée ukrainienne tenait le saillant de Siversk. Donc, Siversk est environ 30 km à l'est de Sloviansk, qui est on va dire, la nouvelle capitale du Donbass ukrainien. Et c'est une ville très stratégique. Mais les Ukrainiens tenaient le saillant de Siversk depuis l'été 2022. Donc, les Russes ont essayé de prendre cette ville depuis 3 ans et demi. Donc, selon moi, on parle probablement de l'une des batailles défensives les plus longues de cette guerre. Je pense que c'est la bataille la plus longue de manière continue de cette guerre. Pourtant, on n'en parle pas beaucoup. On parle de Bakhmout, Avdiivka, mais Siversk, c'est une petite bourgade de 10 000 habitants, mais ça a été le cœur de combat pendant 3 ans et demi. Et puis, tout à coup, en décembre 2025, le dispositif ukrainien s'effondre brutalement. Tout s'écroule et les Ukrainiens décrochent. Donc l'objectif de ma vidéo était précisément de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Si pendant tant d'années les Ukrainiens ont pu tenir, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, alors, si on peut résumer, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, donc si vos auditeurs sont intéressés avec des cartes et tout, des petites animations. Donc, alors, je les invite à se rendre sur votre chaîne YouTube History Legends. Et en plus, ça peut aider certaines personnes. J'ai vu dans les commentaires, beaucoup apprennent l'anglais grâce à mes vidéos. Donc, on peut rendre l'utile à l'agréable. Eh ben, je vous confirme, oui, pas moi, mais j'ai des... Voilà. Bon, bientôt, je pense que les auditeurs s'en fichent, mais voilà, j'ai quelques personnes de mon entourage qui, grâce à vos vidéos, apprennent, vous voyez, comme quoi. Ah bah, je suis ravi d'entendre ça. Et donc, alors le premier constat de cette bataille est humain. Donc les unités déployées, les unités ukrainiennes déployées à Siversk n'avaient pour certaines pas été relevées depuis 2022. Donc 3 ans et demi sur le front. Donc ça devient lourd. Ça devient lourd pour le moral des troupes. Le taux de désertion augmente. Et à cela s'ajoute une guerre d'attrition permanente, une guerre d'usure, une usure psychologique extrême pour les soldats et un manque chronique de renforts. Et vous allez voir pourquoi ce manque de renforts amène à une crise bien plus grande. J'arrive dans une seconde, mais en gros, le problème pour les Ukrainiens, c'est que à ce stade, même une position bien fortifiée a fini par céder.
Et c'était ça aussi le choc. C'est-à-dire que ces positions avaient des tranchées, des dispositifs de tranchées, des bastions tout autour de la ville, sur on va dire, un rayon un saillant de 40 kilomètres. Et tout à coup, tout s'écroule. Donc, on va droit au but. Le problème est beaucoup plus profond. Il est structurel. Donc, on observe une crise au sein même du commandement ukrainien, de la chaîne de commandement. Et je vais donner un exemple très concret. Donc, lorsqu'un commandant de brigade ukrainien signale à sa hiérarchie que plusieurs dizaines de soldats ont déserté et qu'il a besoin de renfort, ou qu'il a subi des pertes, cette information est perçue comme un aveu d'échec personnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en tant que chef de brigade, quelle va être votre solution? Donc, dans les rapports, les chiffres sont minimisés. On ne déclare plus qu'une poignée de déserteurs, ou on ne le déclare pas. On atténue les pertes humaines et matérielles. Matériel surtout, parce que le matériel appartient aussi au chef de brigade. Tout matériel détruit est un aveu d'échec. Ouais. Donc, le commandant de brigade va également retarder l'annonce des pertes de terrain. D'ailleurs, c'était une des causes à Siversk. Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'en gros, le commandement, on va dire le quartier général, pensait que la situation n'était pas aussi grave, et puis la ville tombe. Ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes étaient à des kilomètres de la ville, et puis là, tout à coup, la ville tombe. Donc, d'ailleurs, le commandement ukrainien a renvoyé tous ses chefs de brigade, a dissous tout le corps d'armée, mais je trouve que c'est injuste, puisque le problème est structurel et pourrait arriver à un autre secteur du front. Donc, l'état-major central ukrainien va exiger au commandement de la brigade, pour toute perte de terrain, de contre-attaquer immédiatement et de reprendre des positions perdues, même des positions non stratégiques, au prix de pertes supplémentaires. Donc, il y a tout cet engrenage qui fait en sorte que les chefs de brigade n'ont aucun intérêt à dire la vérité sur le front s'ils veulent garder leur commandement. Donc, on se retrouve ainsi dans un système où la réalité du terrain est déformée pour satisfaire la chaîne de commandement. C'est très grave. Donc, c'est une logique héritée de pratiques soviétiques. On privilégie les rapports acceptables plutôt que la vérité opérationnelle. Donc, et sur un champ de bataille moderne, ce décalage, cette distorsion de la réalité empêche l'état-major de prendre des décisions adaptées. Et voilà, et à l'échelle stratégique, ça se paye très cher. Donc, ça, c'est le problème de fond. Maintenant, sur le plan opérationnel, vos auditeurs pourront voir sur plusieurs cartes, que ce soit par exemple sur deepstate.ua, et vous allez voir la ville de Siversk, mais en gros, dans les dernières semaines, donc la ville est tombée le 12 décembre 2025. Dans les semaines avant, sur le plan opérationnel, il y avait la 20e armée russe qui gagnait progressivement du terrain au nord de Siversk. Et donc, ça mettait directement en danger le flanc gauche du saillant. Et donc, les Ukrainiens commençaient à se faire encercler, tout bonnement. Et sur le plan tactique, donc, il y a plusieurs choses. Sur le plan tactique, on a parlé de ces fortifications, mais maintenant, dans l'âge des drones, on peut dire, ces fortifications, en fait, se trouvent maintenant à être obsolètes. C'est-à-dire que les Ukrainiens avaient fait des systèmes de défense avec des tranchées qui permettaient d'être protégés juste avec des petits parapets pour tirer, cacher les tanks, juste pour que la tourelle soit visible, pour qu'elle tire. Et c'était très bien fait, 2022. Par contre, maintenant, avec les drones qui surplombent le champ de bataille, les soldats dans les tranchées deviennent très vite des cibles. Donc, toutes ces fortifications deviennent obsolètes. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième, c'est qu'en parallèle, l'un des bataillons ukrainiens les plus performants du secteur de Siversk, c'est quoi? Le bataillon K2 de la 54e brigade mécanisée. Oui, je suis très précis, mais je fais pareil dans mes vidéos. Oui, je confirme. Et donc le bataillon K2, commandé par le colonel Kirilo Veress, a été redéployé en mai 2025. Donc il a été transformé en un régiment de drones.
Et vous allez voir pourquoi c'est très important après. Mais donc, il a été redéployé en dehors du secteur de Siversk en mai. Et à partir de juillet, on observe alors un net regain de la progression russe dans ce secteur, deux mois plus tard. Donc, je ne pense pas que c'est un hasard total, que ce soit une coïncidence. Et finalement, donc c'est ça, c'est vraiment la combinaison de ces facteurs qui a mené à la défaite ukrainienne. Mais encore une fois, les Ukrainiens se sont très bien battus. 3 ans et demi. Pour ça que j'ai dit que c'était une défense héroïque. C'était vraiment... à la fin, il n'y avait simplement plus de soldats dans la brigade ukrainienne. Ils ont décroché parce qu'il n'y avait plus personne. Et la tragédie de tout ça, c'est que lors de l'annonce de la chute de la ville, le commandant de corps ukrainien a demandé qu'on hisse un drapeau ukrainien sur le centre-ville, coûte que coûte. Donc, encore une fois, risquer des soldats pour une mission de communication. Ouais. Qui sert à rien, puisque le drapeau a été levé, 10 minutes après, il a été enlevé. Mais pour dire, non, on a encore la ville. Parce que c'est toujours une question d'image dans les rangs de la hiérarchie ukrainienne, de surtout garder la face. Et on voit que lorsque les choses s'effondrent, c'est catastrophique. Donc, il faut vraiment changer ça. Et le problème, on va dire, de fond, c'est que maintenant, les Russes ont cassé le verrou de Siversk et ouvrent donc la route vers les villes clés du Donbass, Sloviansk et Kramatorsk, situées à une trentaine de kilomètres des avant-postes russes. Mais et la guerre peut se terminer une fois que ces villes tombent. Donc, ça va être très intéressant les prochains mois. Les forces russes poursuivent leurs offensives dans le nord de l'oblast de Kharkiv, sans avancée confirmée majeure, selon les rapports récents. Pensez-vous que cela signale un enlisement ou est-ce une phase de préparation pour une poussée plus importante ? Vous avez fait une bonne recherche. J'aime bien vos questions. Donc... non, mais ce sont des questions très intéressantes et surtout qui peuvent amener un raisonnement beaucoup plus approfondi. Donc, je dirais que c'est plutôt une phase d'ajustement opérationnel du côté russe. Donc, l'armée russe a aussi ses problèmes. Parenthèse. J'ai oublié de dire, mais à Siversk, une des raisons aussi pourquoi l'armée russe n'avançait pas, c'est que ce corps d'armée était composé d'Ukrainiens séparatistes du Donbass. Et oui, c'est de Luhansk d'ailleurs. Et ce corps qui devait prendre Siversk, qui avait échoué, mais en gros, l'état-major russe a vu les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ce corps d'armée annonçait des gains territoriaux qui n'existaient pas, jusqu'au jour où l'état-major fait une visite du front. Les villes sous contrôle russe ne le sont pas vraiment, et donc l'état-major russe renvoie tout le monde. Tous les chefs de bataillon, tous les chefs de brigade impliqués, renvoyés. Il y avait aussi des problèmes de corruption, d'extorsion, c'est-à-dire qu'une unité allait être envoyé à l'assaut, mais vous pouviez éviter d'être dans les premières lignes si vous payiez votre commandant. Donc, il y avait aussi beaucoup de problèmes chez les Russes, donc je tiens à le souligner. Mais bon, pour reparler du secteur nord, donc Kharkiv. Donc, début décembre, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque majeure autour de Kupiansk qui leur a permis de reprendre une bonne partie de la ville. Et bon, on va dire qu'ils ont défait plusieurs mois, ils ont repris du terrain qui équivaut à plusieurs mois de gains chez les Russes. Donc les Russes ont vraiment... C'était un revers assez sévère. Donc, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je l'avais évoqué, cette possibilité, dans une de mes vidéos. Donc j'expliquais, avec preuve à l'appui, je l'ai mis sur Twitter, mais j'expliquais que si les Ukrainiens contre-attaquaient au nord de la ville, les forces russes rencontreraient des difficultés logistiques. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire, les Ukrainiens ont tapé exactement là où ça allait faire mal et les Russes ont dû se retirer. Et encore une fois, c'est pas une boule de crise. Vous anticipez souvent, d'ailleurs, si je peux me permettre. Je trouve que oui, c'est un peu le côté intéressant de l'analyse. C'est-à-dire, on peut anticiper les mouvements des deux camps selon leurs prédispositions et les objectifs. On peut se dire, voilà, ils pourraient faire ça, ils pourraient faire ci. Et dans ce cas-là, ils ont bien décidé. Je pense qu'une contre-attaque, c'était vraiment le plus important à faire parce que si Kupiansk tombe, c'est tout le front nord qui allait s'écrouler. Donc, et en gros, ce qui se passe, c'est que toute ville qui est prise par les Russes se transforme après en une sorte de centre névralgique et centre logistique. Et par là, on va envoyer tous les renforts et toute la
et toute nouvelle offensive va partir à partir de cette ville. Donc, c'est très important de les garder. Mais il faut rester prudent sur la situation de Kupiansk. Donc, la situation demeure floue. Je tiens quand même à le souligner. Et force est de constater qu'on observe un coup d'arrêt très net à la progression russe, certes, mais pour l'instant, c'est flou. Mhm. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'annonce après de la ville sous contrôle ukrainien non plus, ni les Russes. Les deux camps se disent que c'est encore la zone grise. On dit zone grise, c'est le terme qu'on utilise sur le front pour dire zone contestée. Donc c'est un terme russe, ukrainien. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée russe ne raisonne plus bataille par bataille, comme Bakhmout, Avdiivka par le passé, où l'attention se concentrait vraiment sur un point précis, mais à l'échelle du front, et donc un point précis du front. Mais maintenant, l'état-major russe raisonne à l'échelle du front dans son ensemble. C'est ça. Donc, l'état-major observe la situation de manière opérationnelle, voire même stratégique. Donc, pour faire simple, chez les Russes, ce sont des corps d'armée entiers qui manœuvrent simultanément sur plusieurs axes. Les Ukrainiens n'ont jamais réussi à avoir un tel degré de maîtrise de l'art opérationnel. Pour les Russes, ça leur a pris du temps. Je dirais que c'est vraiment à partir de 2024 qu'ils ont pu mettre en place ce procédé d'avoir tous ces corps d'armée qui avancent, chacun à leur rythme. Mais l'objectif est simple. User l'armée ukrainienne, fixer les réserves ennemies et forcer les Ukrainiens à céder l'initiative aux Russes. En sachant que les Ukrainiens n'ont ni les effectifs ni les réserves pour tenir durablement toute leur position. Donc, les Russes finissent toujours par avancer. Donc, c'est sur cette logique, c'est cette logique qui explique pourquoi la prise de terrain russe a augmenté de 60% en 2025. Et donc, on pourrait se dire, quels pourraient être les gains territoriaux en 2026 ? Et pourquoi cette progression risque de s'accélérer ? Puisque les Ukrainiens, à cause de l'attrition, ont de moins en moins de capacité à tenir le terrain. Donc, on le voit notamment en ce moment dans les oblasts du sud, donc Zaporizhia notamment. Mais désormais, les forces russes ont aussi pénétré dans l'oblast de Dniepopetrovsk. Donc c'est la première fois que les Russes mettent pied dans cette oblast depuis le début de la guerre. Donc, lorsque les Ukrainiens sont forts sur le front nord, les Russes avancent au sud. Et si les Ukrainiens maintenant décident de renforcer le front sud, on peut s'attendre à ce que les Russes redoublent d'efforts à nouveau au nord sur Kharkiv. Et c'est comme ça qu'ils maintiennent l'avantage stratégique sur le front. D'ailleurs, les sources ukrainiennes qui ont un esprit critique parlent de ça ouvertement. Peut-être on pourrait parler plus tard de ce que les Ukrainiens peuvent faire. On va le faire maintenant. Donc, ça ne signifie pas que l'armée ukrainienne a dit son dernier mot. Ah oui. Donc, c'est quand même très important de le rappeler. Donc, l'Ukraine, j'ai quand même observé des choses très intéressantes. L'Ukraine n'a pas lancé de contre-offensive majeure en 2025. Donc, pour rappel, 2022, contre-offensive d'été sur Kharkiv et Kherson. 2023, offensive vers la Crimée, qui a échoué. Et 2024, août 2024, offensive sur l'oblast de Koursk, en Russie. Par contre, 2025, on n'a pas eu ces grandes offensives. Donc, c'est la première fois que, depuis 2022, que les Ukrainiens sont restés sur la défensive. On voit bien un changement de stratégie. Ça a pris du temps, mais les choses changent. L'armée ukrainienne reste sur la défensive, mais sans pour autant être passive. Et je pense que c'est là le point clé, puisque l'armée ukrainienne mène des contre-attaques locales, telles qu'on l'a vu autour de Kupiansk. Et je pense qu'elles ont été très bien menées, avec des effectifs limités et des objectifs atteignables. Pas comme l'offensive de Koursk, dont on se demande toujours quel était l'objectif. Et maintenant, pour compenser son manque d'effectifs, par exemple, donc les Ukrainiens continuent les mobilisations, mais il faut savoir que 70% des mobilisés finissent par déserter avant même de rejoindre le front. Donc ça, c'est un gros problème chez les Ukrainiens. Notamment à cause du taux d'attrition. Les soldats savent qu'ils ne recevront presque aucun entraînement.
Bref, on pourra en parler un peu plus tard. Mais pour pallier le manque d'effectifs, les jeunes cadres des forces armées ukrainiennes, donc ceux qui ont environ 40 ans, qui ont commencé à combattre pour la première fois en 2014. Donc ce sont des vétérans d'avant, Ouais. mais très impliqués dans cette guerre depuis le tout début. Et donc ces jeunes cadres, maintenant, envisagent une robotisation progressive de toute l'armée pour remplacer les troupes. Les troupes. Donc, avec l'introduction massive de drones pour renforcer leur efficacité sur le terrain. Donc, les drones, on connaît les drones aériens qui sont maintenant omniprésents sur le champ de bataille pour la reconnaissance, pour le combat. Mais il y a aussi les drones terrestres. Et ça, c'est la nouveauté. Surtout utilisés maintenant pour la logistique et l'évacuation des blessés, puisqu'en gros, beaucoup de soldats ukrainiens se font toucher lors de ces allers-retours avec leur pick-up pour aller ramener tout ce qui est logistique, munitions, eau, nourriture pour les troupes au front, ou pour ramener des blessés, ça devient très compliqué. Ils se font souvent busquer par les drones. Donc, beaucoup de ces jeunes cadres de l'armée ukrainienne pensent à un moyen pour économiser ces troupes-là et pour peut-être libérer du personnel pour renforcer les unités d'infanterie, tout en robotisant une partie de la logistique. Mais certaines de ces unités maintenant testent même des robots terrestres armés de mitrailleuses 12-7. Donc ce sont des petits robots à chenilles et on a installé une mitrailleuse. Et ce sont des robots contrôlés à distance, comme les drones aériens. Mais donc on voit que c'est très intéressant. D'ailleurs, il y avait une unité ukrainienne, donc la 3e brigade, qui est vraiment le fer de lance de cette, on va dire, robotisation. Ils ont fait un post sur Telegram où ils ont disant qu'ils ont pu tenir une position 45 jours juste avec un drone terrestre mitrailleuse. C'est-à-dire que le drone se baladait sur la ligne d'arbre, tirait, une fois qu'il était à court de munitions, un deuxième arrivait, et ils alternaient comme ça. Et les Russes n'ont pas osé attaquer. Donc, et d'ailleurs, cette initiative a été prise par le commandant ukrainien Biletsky, donc lui aussi un jeune de 2014 qui a commencé. Et lui, il a écrit un article en disant « L'année 2026 sera une année charnière. Celle qui pourrait permettre à l'armée ukrainienne de remonter la pente et de consolider ses forces. » Donc ça va être le challenge, disons, ça va être le gros challenge pour l'armée ukrainienne. Il y a aussi Budanov, dont on pourrait parler, l'ancien chef du renseignement qui vient d'être nommé chef de cabinet de Zelensky. Donc Budanov, lui, défend une stratégie de guérilla high-tech, comme on pourrait dire. Ouais. Donc, porter la guerre en territoire ennemi, attaque de drones, attaque de missiles, et harceler le dispositif industriel russe et exercer une pression constante sur la société russe, qui est vraiment le cœur pour les Ukrainiens. C'est-à-dire faire en sorte que les Russes décident d'arrêter la guerre et qu'ils fassent pression sur leur gouvernement. Mm-hmm. Ouais. Et vous parliez justement à l'instant de Zelensky. Il a récemment déclaré que l'accord de sécurité avec les États-Unis est prêt à 100%. Comment évaluez-vous l'impact potentiel de cet accord sur le conflit, surtout avec les négociations de paix trilatérales, Russie, Ukraine, États-Unis, en cours? Ah bah, si on est proche du 100%, on est à quelques jours de finir la guerre, je crois. Je pense que c'est bon, c'est plié. On peut tous rentrer à la maison. Écoutez, ça fait 1 an qu'on nous dit qu'on est à 100%, 90%, 100%. Bientôt, on sera à 110%. C'est ça. 120%. Donc, écoutez, je vous le dis franchement, on tourne en rond. D'ailleurs, à chaque fois que certains de mes collègues m'envoient les nouvelles de ces négociations, je regarde même plus. Je leur envoie un mème de quelqu'un qui baille, parce que, en vrai, la réalité, c'est que ni l'Ukraine ni la Russie ne veulent réellement mettre fin au conflit. Et c'est malheureux à dire, mais les conditions sur le terrain ne permettent pas une cessation des hostilités. Mm-hmm. Et par contre, ils ne peuvent pas non plus le dire ouvertement. On risque de se mettre à dos Donald Trump et les États-Unis. Donc, on fait semblant, c'est une pièce de théâtre, une belle mascarade, et
on pourrait dire que les Russes font exprès, puisqu'ils ne veulent surtout pas que les États-Unis changent de cap et maintenant soutiennent l'Ukraine massivement. Donc, toutes ces négociations font perdre du temps à la défense de l'Ukraine. Donc, pour les Russes, c'est bien. Et pour les Ukrainiens, comme je viens de l'évoquer, eh bien, tous ces jeunes cadres ne parlent jamais de paix. Ils parlent juste d'un renforcement de l'armée. 2026, 2027, 2028, ils parlent dans le futur. Toujours dans... Donc, ces jeunes cadres ukrainiens disent toujours qu'ils se battent pour la paix, mais une paix qui va leur être favorable. Voilà. Et je pense que c'est la clé pour comprendre ce conflit. Oui, tout le monde veut la paix, mais la meilleure paix possible. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour les Ukrainiens, vu qu'ils sont qu'ils sont en train de reculer, ils ne veulent surtout pas donner plus de terrain aux Russes. Et pour l'armée russe continue de gagner du terrain. Pourquoi s'arrêterait-elle soudainement? Et c'est là où on fait face à une guerre de l'information. On va dire que les Russes, en fait, sont au bout du rouleau. Hein. On peut dire qu'ils sont au bout du rouleau, que leurs pertes sont énormes. On va parler de plus d'1 million de pertes. Et que ils sont dans quelques semaines, d'ici quelques mois, leur armée va s'effondrer. Bon, très bien, mais pour l'instant, je vois pas je vois pas dans mon analyse, je peux pas corroborer ces soi-disant informations. Et voilà, donc je pense que ça va continuer encore pour un petit bout de temps. Et la clé, c'est le Donbass. Donc la clé, c'est le Donbass. Les Ukrainiens ne veulent pas renoncer aux villes de Sloviansk et Kramatorsk, et les Russes ne veulent pas non plus céder leur position. Donc, il n'y a pas de compromis, donc on va continuer à se battre. Et d'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer une fois que les Russes prennent le Donbass. Peut-être les Russes vont continuer. Peut-être qu'ils vont décider d'annexer un nouvel oblast. On ne sait pas. Donc, je pense que la décision va se faire sur le champ de bataille et non pas sur les tables de négociation. Alexandre, la Russie a salué les pourparlers trilatéraux, mais met en garde contre des attentes excessives. De votre point de vue d'expert, quels sont les obstacles principaux à une paix durable et la Russie est-elle vraiment inflexible sur ses revendications territoriales, comme l'a critiqué le ministre allemand des Affaires étrangères? Bon, ben c'est la thématique. Donc, bon, c'est vrai que les Russes sont quand même inflexibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie veut régler la question ukrainienne une fois pour toutes. Donc, c'est une question historique. Pour Poutine se voit comme un tsar. Et il veut léguer à son pays une situation stable en Ukraine, une fois pour toutes. Donc, c'est pas juste arrêter la guerre maintenant, c'est vraiment sur le long terme que la hiérarchie russe voit cette guerre. Donc, dans cette optique, pour les Russes, ça ne sert à rien d'arrêter maintenant, si c'est pour recommencer dans quelques années. Et d'ailleurs, l'histoire nous le montre. La guerre, on oublie souvent, a commencé en 2014. Et les Russes se souviennent des cessez-le-feu de Minsk 1, 2014, de Minsk 2, en 2015. Ah, la paix, c'est bon, cessez-le-feu, c'est fini. Non, beaucoup de soldats sont morts après le cessez-le-feu, et finalement, ça a mené à la guerre de 2022. Donc, pour les Russes, un nouveau cessez-le-feu veut juste dire délai d'une nouvelle guerre. Donc, la Russie n'a aucun intérêt à arrêter maintenant. Et pour l'Ukraine, eh bien, l'Ukraine, en fait, l'Ukraine est dans une position très complexe, c'est-à-dire qu'ils savent que plus ils continuent la guerre, plus ils vont perdre du terrain. Mais politiquement, Zelensky ne peut pas juste abandonner le Donbass à la Russie. Politiquement, ça serait la fin de carrière pour lui et même il risque sa vie, puisqu'il y a des éléments, on va dire, assez extrémistes en Ukraine qui sont jusqu'au boutistes. Donc ça serait perçu vraiment comme une trahison. Et en plus, rien ne garantit que les Russes arrêtent après le Donbass. Donc les Ukrainiens le disent ouvertement, ils le disent aux Russes très ouvertement, donc si vous voulez le Donbass, prenez-le par les armes. Ça va vous coûter cher. Et donc, c'est la situation dans laquelle on se trouve en ce moment.
Et des attaques russes sur Kiev et Kharkiv ont fait des victimes civiles cette semaine, et le gouverneur de Belgorod envisage une évacuation en raison des pannes d'électricité. Comment ces événements frontaliers influencent-ils la dynamique du conflit, et y voyez-vous un risque d'escalade? Ah oui, 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 ces fameuses histoires d'attaques sur les centrales électriques et tout ça. Voilà. Ah, bon, alors, je vais être honnête, ces événements, selon moi, Oui, oui. ne jouent pas réellement sur la tournure de la guerre. On pourrait parler de dommages collatéraux. Hmm. Maintenant, maintenant, si, on pourrait dire que l'Ukraine veut exercer une pression constante sur la société russe. Mhm. Donc, on l'avait évoqué avant. Mais tout comme les Russes sur l'Ukraine, d'ailleurs. C'est-à-dire coupure d'électricité et tout ça. Mais en fait, j'en avais parlé beaucoup en 2022, même en 2023, et puis après, j'ai lâché prise parce qu'on voit que ça n'a pas vraiment une influence réelle sur le Ouais. champ de bataille et sur la situation globale de la guerre. Donc, et en plus, encore une fois, c'est là où vous voyez le mélange de l'histoire et de l'histoire militaire et des compétences d'analystes peuvent se croiser. Donc, et on peut combiner les deux. Par exemple, l'histoire nous montre que les populations civiles sont bien souvent plus résilientes qu'on ne le croit. Donc, et dans certains cas, ces actions qui touchent directement les civils peuvent renforcer leur soutien au conflit. C'est ce qu'on voit en Russie. Et en Ukraine aussi. Donc, plutôt que de le diminuer, et je pense que le meilleur exemple, c'est le Blitz contre Londres, qui n'a servi à rien. Les Allemands s'attendaient à ce que le moral anglais s'écroule, que les Anglais demandent à leur gouvernement de mettre fin à la guerre. Non, en fait, c'est le contraire. Les Anglais ont demandé vraiment à détruire l'Allemagne. Mhm. Donc, je pense que ces attaques sont pas anecdotiques, mais secondaires à vraiment à ce qui se passe. Par contre, si les Ukrainiens attaquent maintenant des cibles militaires en Russie, là, je pense que ça aurait un impact beaucoup plus important sur la tournure du conflit. Mais les attaques contre les civils, souvent, ça ne marche pas trop. Et je pense qu'il faut aussi souligner quelque chose, c'est que la Russie voit l'Ukraine comme un peuple frère. D'ailleurs, les Russes appellent toujours les Ukrainiens le petit frère. Et donc, ils veulent éviter quand même des pertes civiles massives en Ukraine. Je sais que c'est un peu, on va dire, un constat assez sensible, mais dans les deux camps, on voit que les pertes civiles sont assez minimales comparées à d'autres conflits. Si on regarde les pertes civiles totales en 4 à 5 ans de guerre en Ukraine, c'est même pas quelques semaines à Gaza. Ouais, c'est vrai, ça. Et historiquement, comment comparez-vous la guerre en Ukraine à d'autres justement conflits prolongés comme la guerre d'Afghanistan ou la Première Guerre mondiale? Y a-t-il des parallèles en gros avec les tactiques russes actuelles, comme l'utilisation de tactiques mises à jour dans les frappes de missiles? Ah oui, oui, donc l'Afghanistan, non, je comparerai pas la guerre en Ukraine à l'Afghanistan, parce qu'on peut pas mettre sur le même plan une guerre conventionnelle de haute intensité, un conflit asymétrique ou une guérilla comme la situation au Brésil dont on avait parlé juste avant. Je pense que la situation en Ukraine est assez particulière. Donc voilà. En revanche, la guerre en Ukraine, c'est évident, ressemble à une sorte de première guerre mondiale moderne. On a les drones, on a les chars, on a l'artillerie. Non, pardon, c'est ça, on a les tranchées, les chars, l'artillerie, et l'aspect moderne, ce sont les drones. Voilà. Et on a une effervescence de toutes ces nouvelles technologies sur le champ de bataille, drones aériens, mais maintenant terrestres, marins, toute une panoplie de nouveaux équipements qui sont testés sur le champ de bataille. Certains réussissent mieux que d'autres, mais ça veut dire que la domination technologique transforme complètement le front depuis 2022. Tout comme la Première Guerre mondiale en 1918 était complètement différente qu'en 1914. Donc en 4 ans de guerre, l'art de la guerre a changé énormément à l'époque, et encore une fois, on le voit aujourd'hui. Donc, en fait, je pense que la meilleure analogie pour expliquer ce changement, pour expliquer en fait l'effet des drones sur le champ de bataille, serait celui des mitrailleuses pendant la Première Guerre mondiale. Donc,
dans les tranchées de 14-18, les mitrailleuses créent vraiment une impasse tactique, rendant toute avancée extrêmement coûteuse et lente. Ajoutez à ça les barbelés. Donc, en fait, on se trouvait une guerre de position, mais on n'arrivait plus à manœuvrer. Donc, ce n'est que en 1918, avec les chars, l'artillerie, la combinaison de l'aviation, qu'on a pu passer au travers des champs de barbelés, des mitrailleuses, pour avancer et faire avancer tout ça. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que on a l'impression que le progrès est lent, parce que les drones jouent un rôle similaire. Ils surveillent, harcèlent et frappent à distance toute la journée. On voit tout. Aujourd'hui, sur un champ de bataille, on voit tout. Et ça paralyse vraiment les mouvements d'attaque conventionnels. Les Russes, d'ailleurs, n'utilisent plus d'attaque mécanisée, comme ils l'avaient fait en 2023 ou même début 2024. On ne voit plus ça. Ouais. Et ces drones freinent vraiment les offensives majeures et imposent une nouvelle forme d'impasse sur le terrain. Donc, les Russes essayent de trouver des parades. On est en ce moment dans une sorte de période de transition, de test. Donc, les Russes essayent maintenant de mettre des cages autour de leurs véhicules blindés, de plus en plus sophistiqués, des fois avec succès, des fois non. Donc, il y a ça. Les soldats, maintenant, on envoie l'infanterie avec des petits groupes de 4 à 5 hommes qui infiltrent les zones. Et en gros, l'idée est de ne pas se faire reconnaître et de ne pas se faire voir par les drones. Et donc, le camouflage joue un rôle très important. Et on voit de plus en plus de ces sortes de... Je ne sais pas comment dire, des sortes de couvertures antithermiques. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais en gros, c'est une sorte de couverture, une sorte de poncho. Voilà, c'est un poncho qu'on peut mettre et qui cache le signal thermique que les drones peuvent voir. Donc, les drones peuvent avoir une image thermale du front et voir des sources de chaleur à distance. Mais avec ce poncho, on voit plus rien. Sauf que ces ponchos, il faut savoir les utiliser. Ils sont pas tous de la même qualité. Donc, certains soldats, après 10 minutes, ne se rendent pas compte que ils ont émis de la chaleur et ce poncho, maintenant, ne les protège plus. Donc, c'était juste un exemple, mais pour dire que voilà, il y a... Oui, c'est un sujet très intéressant. Donc, c'est-à-dire, il faut être invisible. Parce qu'en gros, la règle est, dès que vous êtes vu, vous êtes mort. Ouais. C'est un peu la situation. C'est-à-dire que la clé de voûte, en fait, de la stratégie ukrainienne, ce sont les drones de reconnaissance, puisque ce sont eux qui guident toutes les frappes de drones. Donc, je pense que dans le futur, tout comme pendant la Première Guerre mondiale, on a eu ces batailles, ces combats aériens, le grand cirque au-dessus des tranchées, pour la domination du ciel, ça va être pareil en Ukraine. Il va falloir trouver un moyen d'annihiler les drones ennemis, mais surtout les drones de reconnaissance ennemis. Parce qu'une fois que ces drones de reconnaissance sont détruits, l'ennemi, on va dire, est aveuglé, il ne voit plus rien, il ne peut plus coordonner les attaques de drones, et c'est là où on pourrait espérer une percée. Donc pour les Ukrainiens, c'est très important maintenant de s'assurer que leurs drones de reconnaissance puissent tenir le terrain. Mais on voit qu'il y a quand même des limites, c'est-à-dire que les drones, même s'ils peuvent survoler le champ de bataille, tout voir, il y a des limites de batterie et ils ne peuvent pas tout voir. C'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'images de propagande en ce moment, de beaucoup d'attaques de drones, mais on se rend compte que ces attaques de drones ukrainiennes, eh bien, l'ennemi avance toujours. Les Russes avancent toujours dans ces glorieuses victoires. Donc, toujours 1 kilomètre, 2 kilomètres en plus. Donc, oui, c'est sûr que certains soldats vont, pardonnez-moi le terme, mais ils vont morfler pour les autres. Mais pour une unité qui se fait avoir, peut-être 10 sont passés au travers. Donc, c'est vraiment les drones qui jouent le rôle tactique des mitrailleuses, comme pendant la Première Guerre mondiale. Et ça va être intéressant de voir comment les deux camps vont ajuster leur tactique. Et l'Ukraine a revendiqué la destruction de 70 soldats russes près de Kharkiv et des avancées dans des zones grises comme celui. Ces succès locaux peuvent-ils inverser la tendance ou la Russie conserve-t-elle l'avantage en termes d'endurance économique et militaire ? Eh bien, je pense que j'ai répondu à cette question. Je pense que la Russie maintient son avantage. Mais encore une fois, l'Ukraine n'a pas dit son dernier mot. Donc l'Ukraine, en fait, fait le pari de la technologie pour tenter de
faire pencher la balance dans leur dans leur sens. sens. Et par rapport... alors, en tant qu'expert en géopolitique, comment analysez-vous bon, le rôle de l'OTAN et de l'Europe dans ce conflit, hein, et la France, avec sa position sur l'aide militaire, joue-t-elle un rôle suffisant ou devrions-nous en faire plus face aux avancées russes à Pokrovsk, et ailleurs? Ah oui, la fameuse question de l'intervention. L'intervention. Eh bien, déjà, ça veut dire quoi exactement? Envoyer des troupes? Et les envoyer où? Combien? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'estime le taux d'attrition de l'armée ukrainienne à environ 15 000 hommes tués, blessés par mois. Bon, c'est un peu comme ça, mais j'ai à peu près les chiffres des tués. Les blessés, on ne sait pas. C'est la réalité, on ne sait pas. Mais soyons 15 000, c'est très raisonnable comme estimation. Donc 15 000. Est-ce que la France, ou n'importe quel pays européen, est prête politiquement et moralement à perdre des milliers de soldats pour l'Ukraine, à perdre 15 000 hommes par mois pour l'Ukraine? Je pense surtout la taille du contingent est importante. Je pense qu'il faudrait envoyer 300 000 hommes d'un coup, et même là, je ne sais pas si c'est assez. Mais la réalité, c'est que les Ukrainiens eux-mêmes ne demandent même pas d'intervention directe de l'OTAN ni de leurs alliés européens. Donc c'est ce que je vois des entrevues de soldats ukrainiens sur des chaînes ukrainiennes. Donc j'analyse aussi ce qu'ils disent, bien sûr. Et donc pour beaucoup de militaires ukrainiens ironisent même cette hypothèse. Et c'est ça qui est assez drôle. C'est-à-dire, selon eux, les troupes européennes ou les troupes de l'OTAN subiraient de lourdes pertes dans les premiers mois, des pertes énormes qui ne seraient pas favorables. C'est-à-dire que les Ukrainiens... Et pourquoi? En raison d'un manque d'expérience du combat de haute intensité, du combat moderne, tel qu'il se pratique aujourd'hui en Ukraine. Donc, l'idée est bien, mais en réalité, comment on pourrait faire? C'est-à-dire que les Français, les Français tiendraient une partie du front pour soutenir l'Ukraine. Disons s'ils sont vraiment placés sur le front. Les Anglais, les Allemands, sauf que ces unités n'ont aucune expérience, ils subiraient sûrement une défaite contre les forces russes. Et les Ukrainiens ont peur que si vraiment ces troupes-là, on leur réservait une partie du front, que tout le front s'écroule à cause de ça. Donc, je pense que les Ukrainiens sont beaucoup plus pragmatiques, en fait. C'est-à-dire que déjà, l'aide française, je pense qu'elle fait déjà tout ce qu'elle peut. En envoyant du matériel, il y a les canons César, les munitions performent très bien le canon César. Les bombes ASM Hammer, très bon. Les Mirages, il y a beaucoup d'armes françaises qui sont envoyées en Ukraine et les Ukrainiens en sont très reconnaissants. Mais, encore une fois, le problème de fond vient de l'armée ukrainienne et de son état-major. Je dirais le problème principal, c'est la corruption. C'est-à-dire que, malgré la loi martiale qui interdit à tout homme de quitter le territoire national, on est presque 2 millions d'hommes ukrainiens ont pu quitter le territoire. Comment? Donc, disons que les gardes frontières se sont enrichis. Ils ont pu acheter des maisons en Espagne et des villas. Ça a causé des problèmes. Mais ce n'est pas une blague. C'est une réalité. Mais je sais que c'est pas une blague. Oui. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il faut payer. Le passage coûte 10 000 euros. Donc, le problème, c'est que ce sont les jeunes en Ukraine, les gars en tech qui peuvent se le permettre, ou quand une famille se cotise pour payer le billet de traverser à quelqu'un de sa famille. Et c'est qui paye? Ce sont les pauvres. Et ce sont les gens de 40 ans, 45 ans qui n'ont pas nécessairement les compétences tech pour travailler à l'étranger, qui travaillent dans les usines. Et ce sont eux qui se font mobiliser. Et donc, il y a un conflit de classes, c'est-à-dire que ce sont vraiment les classes populaires du pays qui sont envoyées au front. Tandis que les classes moyennes et supérieures ont soit quitté le pays, ou même en Ukraine, grâce à des pots de vin, réussissent à éviter le service militaire. Et donc, beaucoup de soldats ukrainiens au front parlent de cette injustice. Je parle avec quelques-uns et ils veulent être extrêmement stricts avec ces gens-là. Donc, il y a un gros problème de corruption qui mène à un problème de morale et de désertion. C'est-à-dire que les hommes qui n'ont pas les moyens de payer leur sortie de l'armée vont se faire mobiliser
Et au camp d'entraînement, ils partent le soir et ils rentrent à la maison. Et c'est très courant aujourd'hui. Donc, il y a ça. Il y a les manquements au niveau de la gestion du personnel. Bon, ça va tout ensemble. Et bien sûr, les erreurs stratégiques commises par l'état-major. Et donc, qui limitent l'efficacité globale de l'armée ukrainienne sur le terrain. Donc, je pense que comment la France pourrait aider, c'est vraiment encadrer le corps des officiers ukrainiens, de leur donner un bon entraînement au niveau des caporaux, des sous-officiers, des sergents, des cours comme ça. C'est la seule chose dont les Ukrainiens auraient besoin, vraiment, un enseignement sur l'art opératif, des écoles d'officiers, c'est ce que les Ukrainiens manquent. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Tout le reste, je pense que les Ukrainiens sont capables de gérer tout seuls. Alexandre Robert, vous avez réalisé une vidéo sur le Groenland sur votre seconde chaîne, et des discussions récentes portent sur un accord commercial, États-Unis, Groenland, Europe. Comment un tel accord pourrait-il influencer la géopolitique arctique, surtout dans un contexte de tension avec la Russie ? Ah oui, bien sûr, les tensions avec la Russie et le Groenland. Oui, bien sûr, c'est bien la Russie qui a menacé le Groenland. Donc, oui, bon, alors, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que maintenant, c'est clair, on n'a plus à se demander ce que Trump et Poutine ont pu discuter en privé. Ouais. Donc, selon moi, ils ont dû discuter d'une sorte de partage de l'Europe, un peu comme le partage de l'Afrique par les puissances européennes au 19e, peut-être même un partage du monde, parce que Trump a déclaré, et l'a clairement déclaré, et l'administration américaine, qu'ils ont laissé entendre que l'hémisphère ouest, toute l'Amérique du Nord, leur appartenait. C'était leur chasse gardée. Donc, il y a une sorte de séparation du monde et aux frais de l'Europe, en partie. Donc, cette crise du Groenland, en fait, me rappelle beaucoup la crise de Fashoda de 1998, encore une fois, toujours à des rappels historiques. Donc, cette crise au Soudan, entre la colonne marchande, donc entre la France et le Royaume-Uni, qui aurait pu dégénérer en un conflit ouvert entre, soi-disant, alliés. Alliés qui quand même se chevauchaient sur les luttes d'influence, mais plutôt alliés. Donc, ça ressemble beaucoup. Finalement, les Français ont dû laisser le territoire aux Anglais. Et pour moi, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé au Groenland. Donc, les Américains, pour l'instant, ont accepté le statu quo. Mais pour moi, c'est la première fois que l'Europe s'est sentie réellement menacée par les États-Unis. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça fait longtemps que les États-Unis jouent vraiment un rôle font un travail de sape pour détruire l'Europe. Ou en tout cas, pour les vassaliser. C'est connu, hein, c'est pas une théorie folle, mais là, ce qui m'inquiète, c'est que on peut constater que la réponse européenne à la crise du Groenland n'a pas été unanime, ni égale. Donc, les pays nordiques ont réagi beaucoup plus vivement que les pays du Sud, comme l'Espagne ou l'Italie. Donc, comment puis-je dire, voilà, les pays du Sud ou les pays de l'Est ont été beaucoup plus prudents dans leur réaction, voulant maintenir un lien avec les États-Unis. Donc, c'est là où je vois la faiblesse du dispositif européen et même l'idée même d'une armée européenne. En fait, l'idée d'une armée européenne vient de s'écrouler au Groenland. Donc, la Finlande, les pays baltes, la Pologne et la Roumanie sont tournés sur une menace sur le flanc Est. Donc, une menace à leurs frontières contre la Russie, ce qu'on peut comprendre. La Grèce est tournée vers une menace contre la Turquie, qui est aussi dans l'OTAN. C'est une autre histoire. Et pour eux, disons, le problème du Groenland, c'est un problème très loin. Et il y a très peu de pays qui ont vraiment réagi pour défendre le Groenland. Il y avait la France, mais l'Allemagne, ils ont tourné leur veste après quelques heures quand Trump a annoncé des tarifs. Donc, ça va être très intéressant pour l'Europe de voir comment ça va se passer. On pourrait dire que l'OTAN, c'est la mort de l'OTAN. Et quelles sont vos prédictions pour l'évolution du conflit en Ukraine au cours des prochains mois ? Un cessez-le-feu est-il envisageable avant la fin de 2026 ?
Eh bien, non, je pense que ça va continuer. Selon mes estimations, les Ukrainiens ont encore un potentiel humain assez important pour tenir 2026, au moins 2027. Mhm. Encore une fois, ce sont des rapports ukrainiens qui parlent de ça. À partir de 2028, ça va être beaucoup plus difficile. En tout cas, si la tendance se maintient. Après, je sais pas, peut-être il y aura des évolutions sur le terrain. Mhm. Mais pour l'instant, je ne pense pas à une paix en 2026. Mais encore une fois, tout dépend de ce qui se passe sur le terrain. Si les Russes arrivent à créer une brèche et à s'engouffrer et à prendre beaucoup de terrain d'un coup, peut-être que oui. Mais si la tendance se maintient et que les Russes continuent de grignoter du terrain comme ça, non, je pense qu'on n'aura pas de paix d'ici la fin 2026, non. Je voulais revenir aussi, pardon, avec les élections américaines, oui, passer à un nouveau contexte mondial en 2026. Comment voyez-vous l'évolution de l'implication des États-Unis en Ukraine, hein, et les garanties de sécurité promises changeront-elles la donne? Oui, ben, c'est la grande question. C'est vraiment la grande question. On voit que les États-Unis se sont transformés de défenseurs en prédateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas hésité en ce moment de faire une sorte de coup de couteau dans le dos à l'Europe. Pendant que l'Europe c'est, est sur le branle-bas de combat pour aider l'Ukraine contre la menace russe, les États-Unis profitent de ce moment pour essayer de prendre le Groenland. Maintenant, il y a aussi le Canada. Ah oui, maintenant, on veut annexer le Canada. Et en fait, toute l'hémisphère nord, en fait, toutes les Caraïbes, ça ne s'arrête plus. Mhm. Et d'ailleurs, c'est une blague assez courante, c'est-à-dire que il y a certaines cartes américaines qui englobent aussi Haïti, Cuba et le Mexique. Et beaucoup de gens se disent, mais attendez, les services d'immigration aux États-Unis veulent renvoyer les migrants vers leur pays d'origine, et après vous les annexer pour leur donner la citoyenneté. Donc c'est pas très logique. Mais donc je pense que ça va être très intéressant. On ne sait pas dans quelle optique les Américains vont essayer de reprendre la main. En fait, de ce que j'entends, de ce que je vois, c'est une sorte d'empire en déclin qui essaie de reprendre la main sur la puissance globale. On voit que les Chinois commencent à prendre du terrain, les Russes et tout. Il y a des puissances émergentes. Les États-Unis essaient de reprendre la main. Mais ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Et surtout, la grosse question, ça va être Taïwan. Hein, je pense que la grande bataille pour les États-Unis va être qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque la Chine va essayer de prendre Taïwan. Donc, ce qui pourrait arriver à partir de 2027, hein, c'est à peu près les chiffres. La flotte chinoise devrait être prête vers 2027. Mhm. Elle devrait être prête à affronter les États-Unis. Et donc, c'est là, est-ce que les États-Unis vont défendre Taïwan? Une question qu'on peut se poser, puisqu'ils n'ont pas vraiment défendu l'Ukraine, ils ont abandonné l'Ukraine. Et est-ce qu'ils sont prêts à se battre pour Taïwan contre la Chine? Je pense que c'est la grosse question. Et d'ailleurs, on voit que l'administration américaine a vraiment pivoté en délaissant l'Ukraine à l'Europe et vraiment pivoté vers l'Asie. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Alexandre Robert, quel message adressez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie sur l'importance de comprendre l'histoire pour naviguer dans les crises géopolitiques actuelles? Ah, très bonne question. Ben, vous voyez, de connaître l'histoire, je pense que c'est très important pour naviguer ces crises géopolitiques actuelles, parce que l'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle nous apprend des logiques, des erreurs du passé, des stratégies qui se cachent derrière certains événements. Donc, on peut voir le Danemark, connaissant l'histoire avec les Américains, ils savent comment réagir pour garder le Groenland. Donc, sans cette compréhension, pour moi, c'est difficile de vraiment analyser les choses et je pense qu'il est facile de se laisser emporter par l'émotion et les récits simplistes si on ne connaissait pas l'histoire. D'ailleurs, c'est un peu le thème principal avec les analyses sur l'Ukraine, une paix qui devrait arriver tout le temps, mais si on ne connaît pas l'histoire, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de paix. Le conflit est beaucoup plus profond que ça. En parenthèse, je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais c'est comme si en 1910, c'est comme si en 1917, on veut arrêter la guerre parce qu'il y a trop de morts pendant la Première Guerre mondiale et on dit aux Français non mais les Allemands vont garder l'Alsace-Lorraine. Non mais c'est bon, on arrête. Et les Français disent mais pourquoi on a eu autant de morts alors? Pourquoi faire? Ça a servi à quoi tout ça? Et c'est un peu la situation dans laquelle les deux pays se trouvent. Beaucoup de morts et ça a servi à quoi? Donc vu qu'il n'y a pas
une victoire totale de l'un des deux camps, ça va continuer jusqu'au jour où il y en a un qui a vraiment perdu, comme l'Allemagne en 1918, quand c'est écroulé, et là, on peut arrêter. Donc, voilà, je pense que l'histoire, c'est extrêmement important dans toutes ces analyses géopolitiques. Et il nous reste 4 minutes, hein, donc vous avez le temps de nous parler de vos projets futurs. Est-ce que vous avez des projets futurs, comme de nouvelles vidéos analyses que vous souhaitez, désolé pour les auditeurs, teaser à nos auditeurs? Non, mais vous savez, ces anglicismes, il faut pas trop en avoir peur, parce que 30% de la langue anglaise vient du français, non? Donc, les Anglais utilisent 30% de francisme au quotidien sans s'en rendre compte. Donc, alors, les projets futurs, bonne question. Donc, dans les prochains jours, il y aura cette fameuse vidéo que je vais publier sur les pertes en Ukraine. Je pense que c'est peut-être une des vidéos les plus importantes que je vais poster sur ma chaîne. C'est un sujet très sensible, donc il va falloir faire très attention, mais je suis convaincu du raisonnement que j'amène, et surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est que les hooligans des deux camps vont me détester. Parce que la conclusion, c'est qu'on est à un taux d'attrition d'environ 1 pour 1. Ce qui va à l'encontre, encore une fois, du narratif dominant des deux côtés. On n'est pas à du 3 contre 1, 4 contre 1, on est à du 1 pour 1. C'est ce que je vois avec les sources primaires. Donc, je peux pas vraiment... je peux pas m'avancer plus que ça. Mais je vais expliquer au public pourquoi un ratio de 1 pour 1 est totalement logique pour une guerre conventionnelle telle qu'on la voit en Ukraine. Donc, il y a celle-là, il y en a d'autres. Il y en a une que... Non, je vais pas la spoiler, comme on dit. La divulgacher. Mais donc, je pense que la vidéo sur les pertes, ça va être vraiment la vidéo la plus importante pour moi prochainement. Et vous n'avez pas dans l'idée de faire un livre? Bah, vous savez, oui, peut-être après, une fois le conflit terminé, une fois que je serai démobilisé comme le reste des soldats sur le front, une fois que je pourrai travailler sur autre chose, oui, pourquoi pas. Ça prend du temps, donc un livre prend du temps, donc je peux pas m'en occuper maintenant. Ah non. Vu le temps que vous prenez... Oui, ça serait bien. J'ai déjà fait un livre sur les vétérans quand j'étais à l'université, donc j'ai parlé de... Et le but de ce livre, c'était vraiment d'amener des histoires de vétérans, mais des deux camps. Donc des fois, il y avait des histoires, notamment pour la guerre des Malouines, où tu avais un Argentin qui racontait une bataille, et tu avais un Anglais qui était face à lui, qui racontait son point de vue. Et donc, mon livre couvre 150 ans comme ça d'histoire de tous les camps. Et je pense que... Et d'ailleurs... je viens d'en rappeler, le livre se termine avec des histoires de la guerre en Ukraine en 2014. Et comme par hasard, c'est la suite de mon histoire. Donc, c'est assez fascinant. Eh bien, écoutez, Alexandre Robert, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes créateur et animateur de la chaîne YouTube History Legends, qui rassemble quand même aujourd'hui plus de 760 000 abonnés, n'est-ce pas ? Oui, un peu plus. Oui. J'invite donc nos auditeurs à s'abonner à sa chaîne YouTube. Encore merci Alexandre Robert, et j'espère à très bientôt. À très bientôt, et ça me fait plaisir. Et peut-être un jour, je pourrai venir à Paris et faire cette entrevue. J'espère vous avoir dans le studio, effectivement. Oui. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. On se retrouve le 1er mars 2026 pour un nouveau libre journal du numérique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.